Bonjour et bienvenue à tous sur For You Media Africa. Vous regardez le programme For You Matin, la matinale informative qui nous permet de parler de plusieurs sujets d'actualité en Afrique et ailleurs. Et dans le cadre de cette édition, nous nous intéresserons à l'actualité en Guinée-Conakry. Plusieurs pays sont en transition depuis l'année 2021, parmi lesquels la Guinée-Conakry, avec une transition qui se terminera en décembre 2024. Quelques années après, où se trouve le président, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya dans sa transition. On essaye d'en parler justement dans ce programme entre décision mais également non-acceptation par le peuple. Où se trouve la transition du côté de Conakry, mais pour qui roule réellement Conakry? On tentera d'apporter des esquisses de réponse dans ce programme. En deuxième heure, Sango, parlons de transition sur le territoire africain. Peut-être avant de parler du cas précis Conakry, une phrase ou alors un mot qui décrirait parfaitement les différentes transitions actuelles, peut-être pas sur le territoire de l'Afrique de l'Ouest seulement, mais en Afrique également, en Afrique centrale. On parle par exemple du Gabon également, du Tchad. Comment décririez-vous cette transition depuis l'année 2021 déjà sur le territoire africain, peu importe de quel bord elle se trouve? Je pense que c'est des transitions qui semblent être, n'est-ce pas, irréversibles parce que le contexte est approprié. Le contexte est approprié parce que lorsque vous jetez un clin d'œil politique dans ce qu'on appelle le champ politique africain, vous allez vous rendre compte que tous les États africains aujourd'hui méritent d'opérer leur transition parce que les États que nous avons en vigueur aujourd'hui sont des États qui n'ont rien à voir avec les réalités africaines, sont, n'est-ce pas, des États qui ont été pour la majorité importés et imposés par les dynamiques extérieures et fondamentalement les colonisateurs. Donc aujourd'hui, il est important que dans chaque pays du continent, que les acteurs travaillent pour que cette transition-là s'opère. Et lorsqu'on parle de transition, il ne s'agit pas tout simplement de changer les hommes à la tête, n'est-ce pas, de ces États, mais il faut travailler pour faire une sorte d'alternative de système. Il faut faire une transition de profondeur à l'effet de changer ce système-là qui a été porté et imposé par les puissances occidentales et qui a fait du mal à l'Afrique aujourd'hui. Donc c'est dans cette logique-là qu'il faut, n'est-ce pas, ici inscrire ces différentes transitions qui sont en train d'être opérées aujourd'hui en Afrique. Vous avez cité l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et même dans d'autres régions également, ces transitions-là vont arriver compte tenu, n'est-ce pas, de ce système machiavélique france-africain qui prévaut encore dans ces différents contextes-là. Dans le Gabon, le Tchad et même au niveau de la région de l'Ouest, la Guinée-Conakry et les pays de l'AES sont dans cette dynamique de transition. Mais sauf que, il faut le dire que si cette transition-là se succède sur le plan continental, elles ne se ressemblent du tout pas. Il y a une différence, peut-être non pas de nature, mais de degré. On voit que en réalité, ces différentes transitions-là s'opèrent de manière différentielle. Et qu'est-ce qui peut donc expliquer cela? Je pense que cela peut tout simplement s'expliquer par cette confrontation qui s'opère entre les tenants de ce système-là qui veulent que ce système machiavélique reste encore en vigueur et certains Africains nationalistes qui pensent qu'il faut opérer les transitions. Donc c'est pour cela que vous allez voir que lorsque vous prenez la transition du Gabon, la transition du Tchad et la transition de la Guinée-Conakry, ce sont des transitions qui sont fondamentalement impulsées par les dynamiques du dehors, c'est-à-dire par ces colonisateurs qui, à un certain moment donné, ont compris que les présidents qui étaient jusque-là à la tête de ces États-là n'étaient plus totalement en phase avec leurs intérêts et qu'ils donc nécessitaient de les mettre de côté pour les remplacer par d'autres instruments, d'autres outils
capable, n'est-ce pas, de faire perpétuer le système. C'est pour cela que vous allez voir que cette transition de ces trois pays-là diffère tout de même avec les transitions portées par les États de l'Afrique, par les États de l'AES, qui montrent qu'en réalité, leur dynamique est beaucoup plus impulsée, non pas du dehors, mais du dedans, à partir, n'est-ce pas, des nationalismes, n'est-ce pas, des nouveaux leaders pris en collaboration avec les desiderata de la population. Donc voilà comment il faut lire, n'est-ce pas, aussi, ce processus de transition qui s'opère en Afrique. C'est un processus, n'est-ce pas, à géométrie variable, une géométrie variable qui s'explique en elle-même aussi par cette confrontation de ces deux tendances que j'ai souvent l'habitude d'appeler les consolidologistes d'un côté et les transitologistes de l'autre côté. Merci docteur Sango d'avoir ainsi planté le décor. Habib Aboubacar Touré, depuis le 5 septembre 2021, le président Alpha Condé n'est plus à la tête de la Guinée-Conakry. À sa place, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui avait pour promesse de transition de rendre la justice au pays guinéen, mais aussi de renforcer la démocratie ainsi que les institutions de l'État. Quelque temps après, nous sommes en 2024, dans quelques mois d'ici la fin de l'année, évidemment, la transition s'achèvera à Conakry. Comment décrire cette transition qui est confiée au président Mamadi Doumbouya depuis 2021? Voyez-vous, madame, le colonel Mamadi Doumbouya a été l'une des personnalités dont l'avenir avait suscité beaucoup d'espoir pour le peuple guinéen, qui a connu des régimes un peu trop désorganisés, des régimes qui avaient pillé les ressources du pays. Et c'est cette folie de se maintenir au pouvoir de Alpha Condé qui a favorisé l'arrivée de Mamadi Doumbouya, qui est aussi une fabrication à 100% de Alpha Condé lui-même. Mamadi Doumbouya devait préserver le pouvoir de Alpha Condé. Néanmoins, quand il a pris ses responsabilités avec ses compagnons d'armes de mettre fin à la folie de Alpha Condé de vouloir continuer à rester au pouvoir sur le cadavre et les massacres des Guinéens, le peuple guinéen et même toute l'Afrique avait exprimé un soulagement et une adhésion à son action. Ensuite, le discours qu'il a développé, il avait justifié sa prise de pouvoir par justement cette gabegie dont le pays ne pouvait plus supporter, ce pillage des ressources du pays, l'un des pays les plus riches d'Afrique, mais qui peine encore à se développer. Tout cela mélangé avait permis à ce qu'il puisse avoir le soutien populaire, au premier rang duquel le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, qui s'était battu vent debout contre le projet de troisième mandat de Alpha Condé. Donc, néanmoins, quand on observe aujourd'hui, après plus de 2 ans de transition, sur tous les points qui ont été cités, que ce soit l'assainissement au niveau des caisses de l'État, que ce soit la mise en place d'une gouvernance vertueuse, que ce soit la restriction des libertés fondamentales, partout la transition, ou du moins en tout cas le pouvoir du CNRD est au rouge, pour ne pas dire qu'ils ont échoué puisqu'ils sont encore là et que des mesures de restructuration ont été mises en place depuis aujourd'hui pratiquement 2 semaines, où le gouvernement de M. Goumou a été démis de ses fonctions de façon énergétique, chose peu commune même durant des transitions. Et l'autre chose, c'est le positionnement du CNRD par rapport à la situation géostratégique de la région et même de l'Afrique, de tout le chamboulement et de toute l'évolution sociopolitique qui est en train de s'opérer, où la Guinée est restée cantonnée dans sa zone sans pour autant
s'intéresser à ce mouvement-là souverainiste qui est en train de se développer. Il y a quelques gesticulations dont le comité a bien voulu aussi de la conférence du sommet, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui venait de sanctionner le Niger et qui annonçait quand même une mesure qui était très périlleuse pour toute la sous-région, la question de l'intervention militaire sur le Niger pour déloger ceux qui venaient de libérer le peuple au profit de leurs camarades du syndicat des chefs d'État. En dehors de cela, la Guinée est restée cloîtrée dans sa zone et la situation interne continuait à pourrir avec d'abord une crise sociale qui est due aussi à la corruption endémique qui a gangréné toutes les institutions mises en place justement par le pouvoir du CNRD. Ensuite, il y a eu cette crise politique qui venait du fait que le FNDC et une partie de l'opposition politique continuaient à réclamer des mesures de retour à l'ordre constitutionnel, comme le dit les Occidentaux, c'est-à-dire organiser des élections pour que les civils puissent revenir au pouvoir. Tout cela mélangé a fini par apporter cette explosion-là qui a été la dissolution pure et simple du gouvernement de M. Boumou pour enfin confier peut-être les destinées de l'exécutif guinéen entre les mains d'un homme politique expérimenté et un homme de conviction, en tout cas de par son parcours politique jusqu'ici, Bahouri. On peut espérer que c'est un réveil du général, désormais général Mamadi Doumbouya, ou bien c'est un réveil aussi des autres frères d'armes membres du CNRD pour pouvoir insuffler une nouvelle dynamique avec réellement un projet de société et une vision à long terme qui permettra à la Guinée de se remettre sur le droit du chemin. Là, de façon introductive, ce que je peux dire par rapport à la situation de la Guinée-Conakry aujourd'hui et à son positionnement avec tous les remous qui sont en train de se passer, qui sont quand même un mouvement historique de souveraineté, de patriotisme au niveau de la sous-région africaine et qui déteint sur le reste de l'Afrique et qui a des résonances au niveau mondial. Aboubacar Touré, on retrouve tout de suite Nabaloum Abdoulaye. On est revenu là sur plusieurs faits, notamment la dissolution du FNDC qui avait été considéré comme un trouble fait de cette transition qui semblait plutôt calme dès le départ. Mais aujourd'hui, Nabaloum Abdoulaye, on a l'impression que la transition est plutôt vomie du côté de Conakry. Qu'est-ce qui coince selon vous? Est-ce la non-acceptation du peuple ou alors le manque de projet ou de vision du président Mamadi Doumbouya? Alors, merci madame. Donc, pour le président Mamadou Doumbouya, il faut revenir même à son ascension au pouvoir qui est intervenue par un coup d'État. Alors, lorsque, avec le recul, on analyse l'ensemble des données et des informations que nous recevons, nous avons compris que ce qui a motivé ce coup d'État, c'est effectivement l'impérialisme dans sa quête de domination toujours de l'Afrique, tenant compte que le président Alpha Condé s'était mis dans une position qui ne servait plus les intérêts de l'Occident, notamment, on a vu à travers les médias où, à des occasions données, le président Alpha Condé s'en prenait effectivement principalement à la France. Et l'histoire nous montre le cas de Idriss Déby et le cas d'autres présidents qui ne servaient plus les intérêts de la France et comment est-ce qu'ils ont été traités par la suite. Je pense que ça, c'est un élément qui a effectivement motivé le coup d'État. Et la personne idéalement placée, c'était effectivement Doumbouya parce qu'il avait déjà l'expérience de la France et également en bon guinéen, c'était vraiment le joker qu'il fallait et qui pouvait jouer ce jeu-là. L'autre deuxième élément qu'il faut prendre en compte dans l'ascension de son pouvoir, c'est aussi
son coup d'État est intervenu juste après, lorsque le Mali a véritablement engagé sa volonté d'aller avec la Russie au détriment de l'impérialisme. Et donc, ces deux éléments concourent véritablement à ce qu'il y ait un changement au niveau de la Guinée, parce que là, la Guinée est un point stratégique pour le Mali et éventuellement le Burkina, parce que son coup d'État intervenait au moment où le Burkina Faso aussi avait un coup d'État, notamment celui d'Amiba. Donc, ce qu'il faut aussi retenir de la gestion de Mamadou Doumbouya, c'est que c'est un grand manipulateur. J'ai dit pourquoi c'est un grand manipulateur, parce qu'il fait des excursions de façon à troubler, à semer le doute, non seulement au niveau de son peuple, mais aussi des autres peuples africains. Je prends pour exemple, lorsqu'il a fait son premier déplacement à Bamako, cela nous avait donné l'espoir, où il a visité le président Assimi Goïta. On se disait, voilà, un autre Africain qui allait venir nous aider dans notre lutte de libération, dans notre lutte de souveraineté. Donc, le deuxième fait de manipulation se caractérise aussi lorsqu'il est parti, je pense, au 78e ou 79e sommet de l'ONU, où il a tenu un discours à tendance panafricaine qui également suscite des interrogations. Et bon, pour nous panafricains, on se dit qu'il y a toujours de l'espoir de pouvoir le récupérer. Donc ça, c'est le deuxième fait de manipulation. Et lorsque récemment le Togo, lorsque le Niger a connu son coup d'État, où la CEDEAO est sortie pour brandir la menace de guerre, il est encore sorti comme quoi pour dire qu'il s'oppose. Donc ce sont autant de faits de manipulation qui font que, effectivement, à un moment donné, ça laisse des doutes. Et ce qui, pour le peuple guinéen qui regarde, alors le peuple est un peu perdu, parce que si les coups d'État en général, lorsque pour celui du Burkina et du Mali était survenu, c'était véritablement de libérer ce peuple-là. Et ce peuple, effectivement, avait vomi la gestion du pouvoir de Alpha Condé. Donc, ce coup d'État suscitait beaucoup d'espoir pour le peuple. Mais lorsque le président Doumbouya s'est venu, il s'est principalement caractérisé par son accablement à vouloir piller lui-même les ressources. On dirait même qu'il est plus en avance dans le pillage même que le président Alpha Condé et les régimes passés, de sorte qu'il y a créé un grand fossé entre sa gestion et le peuple. Et c'est là que on a constaté effectivement tout le froid que le peuple a observé et continue d'observer toujours, dans l'espoir qu'il y ait en tout cas un autre Sékou Touré qui va venir au niveau de la Guinée pour rehausser quand même, pour anéantir ou en tout cas apporter des solutions pour toute la souffrance que le peuple endure. Donc l'autre fait de manipulation que j'avais oublié, c'est le procès qu'il a organisé, le procès du 28 septembre, dont le peuple véritablement pensait que ce sont des éléments qui montrent que c'est un dirigeant qui était venu pour servir le peuple. Mais au fil du temps de sa gestion, son comportement et les intentions, on voit véritablement qu'il y a un très 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 grand fossé. Et des actes aussi qu'on peut apprécier, c'est lorsqu'il s'est rendu au Rwanda, où il a été reçu en grande pompe. Et ça nous laisse beaucoup d'interrogations. Ce monsieur, il est venu pour servir son peuple, ou bien il est venu pour se servir et servir tous ceux-là qui sont venus l'accompagner dans cette gestion de son pouvoir. En tout cas, de mon avis, Mamadou Doumbouya est venu pour protéger les intérêts de l'impérialisme, pour continuer de servir les impérialistes au détriment non seulement de son peuple, mais en desservant complètement l'Afrique de l'Ouest, en desservant complètement toute l'Afrique dans sa globalité. En tout cas, nous, les panafricains, nous sommes très, très, très déçus de ce monsieur-là, parce que à l'entendre ce qu'il a donné comme signaux, c'est véritablement le contraire de ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi nous appelons
la jeunesse guinéenne, nous appelons tous les panafricains guinéens de continuer de se battre, de garder toujours espoir qu'il y a un deuxième Sékou Touré qui va arriver. Merci Nabaloum. Alors on retient de vous que vous n'êtes pas totalement convaincu de la transition du côté de Conakry, mais aussi le comportement du président Mamadi Doumbouya n'arrive pas à convaincre votre pensée panafricaine.